Eh bien, j'interviens avec grand plaisir. Avant toute chose, bonjour à toutes et tous, hein. J'espère que vous vous portez au mieux durant cette période de confinement. L'intervention que je vous propose aujourd'hui se déroulera en trois temps. Le premier sera relatif à une présentation personnelle, tout assez courte. Et ensuite, je vais essayer de développer, à travers mes différentes expériences, compétiteurs et par la suite entraîneur, le lien que j'ai pu entretenir durant ma vie de sportif, durant ma vie d'entraîneur, et puis ensuite, par la suite, durant aussi mon expérience de préparateur mental. Donc, je vais faire un petit déroulé comme un relevé de tous les points d'impact essentiels que j'ai pu avoir et rencontrer avec la préparation mentale. Et tous ces rencontres, ces échanges ont réellement été propices pour moi pour progresser dans le cadre de ma fonction sportive d'entraîneur et de faire en sorte qu'aujourd'hui, ben, je sois réellement préparateur mental. Donc, c'est cette posture, cette fonction de préparateur mental, elle s'est pas construite comme ça du jour au lendemain. Ensuite, un deuxième temps, je vais être obligé d'y passer, puis vous aussi, hein, me consacrer à l'aspect théorique, donc des notions plus conceptuelles. Et à travers tout ça, j'ai deux objectifs. Le premier, que vous compreniez mieux ce qui se cache derrière le terme mental, préparation mentale, dimension mentale. Et le second, que vous puissiez mesurer l'enjeu du mental dans le cadre de la préparation globale d'un sportif et a fortiori d'un basketteur. Ensuite, comme le précisait François à l'instant, le troisième temps sera consacré au jeu du question-réponse, c'est-à-dire que si vous avez des interrogations, des doutes, des questions, n'hésitez pas à poser les questions, soit par chat dans le cadre de cette petite présentation, ou alors après dans la deuxième partie questions-réponses. Allez, j'avance progressivement. Tac. Présentation personnelle, elle va être très très rapide. Je me prénomme Ronan, j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'officie en qualité de sophrologue, de coach mental et de préparateur mental. La toute première fois où j'ai entendu parler de préparation mentale et en ces termes précis, mental training, c'était à l'issue d'une compétition, un triathlon, puisque c'est une discipline que je pratiquais en compétition à l'époque, tout début des années 90. Et j'ai échangé après la course avec un Canadien sur nos différentes modalités d'entraînement, et ce de façon respective au Canada et en France. Et il m'a demandé si nous, en France, les sportifs français, nous intégrions l'aspect mental dans le cadre de notre préparation. Là, je vous avoue, d'une part, je n'ai pas très bien compris sa question, je ne savais pas à quoi correspondaient ces notions mentales. On va dire qu'à la limite, le mental, pour moi, à cette époque-là, du haut de mes 25 ans, c'était l'engagement, l'agressivité sportive, mais ça se limitait vraiment à ce type de caractéristiques-là. Et quelques temps plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer un entraîneur de foot, hein, donc qui intervenait aussi en sport collectif et qui était référent d'un centre de formation sur Bordeaux. Et il me parlait de ses différentes expériences d'un certain nombre de jeunes, des adolescents essentiellement, qui a intégré ce centre de formation avec des qualités techniques et physiques assez incroyables et à qui tout le monde, les spécialistes, les entraîneurs en particulier, promettaient un avenir, un devenir international à coup sûr. Et le constat qu'il faisait, c'est que 5, 6, 7, 8 ans plus tard, lorsqu'il allait prendre des nouvelles de ces jeunes, il les voyait évoluer à des niveaux très très inférieurs au niveau international. En N3, N2, N1, ce qui est déjà un niveau très intéressant, mais par rapport à un athlète ou un sportif de base qui affiche des caractéristiques hors normes, qui est capable d'avoir une vision, une lecture du jeu très au-dessus de la moyenne, effectivement, il y avait une forme de déception qui s'affichait dans les yeux et le regard de cet entraîneur. Et la deuxième chose qu'il m'a confiée, c'est qu'à l'inverse, certains jeunes, intégrés ou pas d'ailleurs, le centre de formation avec pas mal de carences, de lacunes, soit sur le plan technique ou sur le plan physique, voire même accessoirement dans les deux domaines. Et pour autant, ça ne les empêchait pas de réaliser une carrière sportive exceptionnelle, de devenir d'excellents joueurs, d'intégrer la Ligue 1 en France, voire des championnats étrangers, voire même obtenir des sélections nationales.
Et pour lui, à cette époque-là, c'était vraiment, je le rappelle, hein, au tout début des années 90, c'était vraiment une inconnue. Il savait que ça ne reposait pas uniquement sur des caractéristiques physiques, pas uniquement sur des caractéristiques techniques. Euh, il posait un nom, c'est-à-dire que voilà, certains ont des données mentales un petit peu supérieures à d'autres, mais sans avoir cette capacité à plus l'expliquer. Donc moi, je n'avais pas de connaissances non plus complémentaires dans ce domaine à cette époque-là, mais pour autant, toutes ces petites rencontres ont contribué à attiser ma curiosité. Et je dirais peut-être un an, 2 ans plus tard, j'ai été moi-même confronté à une situation de compétition qui m'a réellement interpellé. Je ne vais pas vous faire le résumé de la compétition, mais c'est une compétition très importante qui se déroulait au Mexique, à Cancun précisément. Et durant cette compétition, je me suis retrouvé dans une situation de duel, on va dire, avec un concurrent. Très rapidement, nous sommes isolés durant la phase de vélo, hein. Je rappelle, je pratiquais du triathlon, donc c'est un enchaînement de natation, de course à pied. Et lors de la transition à l'issue du vélo pour partir sur le segment pédestre, je réalise une transition très très rapide. J'arrive à prendre, on va dire, 4-5 secondes. Donc, je maintiens un rythme très, très intense durant toute la course à pied et je parviens à maintenir cette avance substantielle. Au turn point, j'arrive à valider effectivement, j'ai une petite 40 mètres d'avance sur mon adversaire direct. Et lorsque j'aperçois la ligne d'arrivée qui se formalise quelques centaines de mètres plus loin, je repère aussi tout le staff français, facilement repérable, hein, avec la tenue, donc l'entraîneur national, le DTN, sans doute le président de la Fédé, et tout le staff médical qui se trouve sur ma droite. Donc évidemment, on arrive à en gros 1h50, 1h55 d'effort. On est chargé en lactate jusqu'au bout des oreilles. Il n'y a pas un endroit du corps qui ne soit pas douloureux. Et j'ai toujours ce concurrent là qui est à 20-30 mètres derrière moi. Et lorsque je passe devant le staff français, évidemment de façon bienveillante, il m'encourage. Et l'entraîneur me dit cette chose: vas-y Laurent, tu peux gagner. Donc je rappelle que mon prénom n'est pas Laurent, mais Ronan. Laurent, c'était juste mon collègue de chambre, le gars avec qui je partageais la chambre. Et le fait d'entendre cela a déclenché chez moi une réaction étrange. C'est-à-dire que je suis complètement sorti de ma course. Et j'ai éprouvé le besoin de lui répondre en lui disant: bah, non, 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 là tu te trompes, moi c'est pas Laurent, c'est Ronan. Au final, ça peut paraître être une situation anecdotique, sauf que le concurrent qui, quelques secondes, était préalablement 30-40 mètres derrière moi, il s'est retrouvé 10 mètres devant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé durant ce laps de temps. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vu me rattraper, je ne l'ai pas vu me doubler et je l'ai encore moins vu me distancer. Évidemment, je passe la ligne d'arrivée en deuxième. Ce qui en soi est satisfaisant puisque ça correspondait à mon objectif, mais aussi extrêmement frustrant parce que je sens bien que la première place, elle m'échappe pour pas grand-chose. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais pas réellement la capacité d'analyse de ce qui avait pu se dérouler. Et aujourd'hui, je peux très simplement et facilement mettre des mots là-dessus. Et lorsque l'entraîneur, par maladresse, hein, s'est trompé de prénom, en fait, j'étais confronté à une sollicitation extérieure qui m'a complètement sorti de mon état de concentration. Et cette notion de concentration dans le domaine sportif, elle est fondamentale. J'ai envie de dire que si je devais choisir un mot pour résumer euh, la dimension mentale, je choisirais certainement la concentration. Un sportif, une sportive qui est positionnée à 100% de sa concentration est nécessairement un sportif qui performe. Et ça, c'est fondamental. Et si je fais un lien très rapide, le basket, je ne vais pas vous apprendre que sur le terrain, il y a 5 joueurs ou joueuses en fonction du sport masculin ou féminin. Un sportif qui, à ce moment-là, un basketteur qui sort de sa concentration, ça fait un joueur de moins sur le terrain pendant un laps de temps qui va durer plus ou moins longtemps. Donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que ça a un impact dans le sport co
individuelle, mais ça va se répartir aussi sur toute la charge collective. Donc, j'ai quand même retenu à travers cette expérience que je qualifierais de malheureuse, certains éléments. Et j'ai un petit peu réfléchi derrière tout ça parce que le réflexe premier, c'est vraiment d'être sur ce qu'on appelle dans notre jargon une attribution causale externe. C'est-à-dire que moi, j'ai tout bien fait comme il faut, j'ai fait le boulot, je me suis entraîné, j'ai fait la bonne course, j'ai fait les bons choix tactiques, mais bon, il y a un paramètre extérieur qui est venu un petit peu m'embêter. Et très rapidement, je me suis dit, bah, tiens, mon petit Ronan, si le simple fait de t'encourager et de t'appeler Laurent, ça suffit à venir perturber ta performance et ton état de concentration, ton mental, il est peut-être pas si super que ça. Donc, il y a peut-être un boulot à fournir. Donc, je me suis rendu chez mon doc, chez le médecin sportif qui me suivait, et j'ai évoqué cette situation et il m'a dit, bouge pas, je vais te trouver un article concernant la préparation mentale et essentiellement la sophrologie. Donc, il m'a donné une revue. Et sur cette revue, effectivement, on pouvait voir un article de 5-6 pages sur la sophrologie sportive, une sophrologie qui a été développée par le docteur Abrozol. Et cet article était d'ailleurs écrit par ce médecin. Et je trouvais ça particulièrement intéressant, même si je ne comprenais pas tout. Je pensais que ça pouvait réellement m'apporter un plus. Donc, implicitement, je me suis mis à développer, à travailler toutes ces techniques, accompagné bien sûr d'une sophrologue. Et toutes mes dernières années de carrière, j'ai intégré dans mon quotidien, durant l'entraînement, durant les compétitions, avant les compétitions, après les compétitions, cette dimension mentale. Et j'ai ainsi pu mesurer l'apport réellement positif que la préparation mentale pouvait avoir sur la performance pendant la compétition, avant la compétition et après la compétition. Donc, de façon un petit peu simpliste, j'aurais tendance à dire que ça correspond aussi à mes meilleures années de compétition, là où j'ai produit les meilleurs résultats, mais ce n'est pas nécessairement un indicateur, on va dire, suffisant, c'est surtout la manière de vivre, en fait, l'instant que j'ai trouvé vraiment intéressant grâce à cette dimension mentale, la manière de gérer, d'appréhender les compétitions, de gérer la pression, le stress et toute cette anxiété qui se met en place face aux événements majeurs. Ensuite, ben, comme beaucoup de sportifs, il y a une fin, il faut bien arrêter un jour. Donc, j'ai arrêté en 2000 et comme je suis quelqu'un vraiment de passionné par le sport, bah, j'ai fait la bascule dans le monde de l'entraînement. Je suis devenu entraîneur d'athlétisme, de cyclisme et bien sûr aussi de triathlon. Donc, j'ai accompagné pas mal d'athlètes dans ces disciplines sportives. Et très rapidement, donc, cette nouvelle fonction, cette nouvelle posture d'entraîneur m'a permis d'aboutir quasiment aux mêmes conclusions que lorsque j'étais sportif. À savoir qu'à niveau globalement équivalent, je parle de niveau physique, technique, globalement équivalent, qui permet réellement de faire la différence. C'est le mental. Et ça, dans nos sports tels que l'athlétisme ou la natation, par exemple, ce niveau de performance de résultat, il est assez facile à vérifier dans la mesure où on est confronté à des chronos. Donc les temps, avec les temps, on peut vraiment pas tricher. Et j'ai remarqué deux choses. C'est qu'il y avait un différentiel soit positif, soit négatif entre les performances produites par les athlètes et ce qu'ils étaient capables de réaliser le jour de la compétition. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment étonnant que des athlètes de même niveau puissent produire le jour de la compétition des performances très très différentes. Et ce différentiel de performances produites, j'étais certain d'une chose, c'est qu'il ne dépendait ni de l'aspect physique, ni de l'aspect technique, mais que ça venait, je ne vais pas employer le terme mental, mais que ça venait d'ailleurs. Et cet ailleurs, j'ai clairement voulu l'explorer en suivant bien sûr des formations, mais toujours dans ma fonction d'entraîneur pour comprendre un petit peu mieux ces rouages, pour pouvoir accompagner aussi les sportifs dans ces domaines-là, puis une deuxième, puis une troisième, une quatrième, une cinquième formation. Et ensuite, bah, j'ai fait la bascule sur la préparation mentale. Même si j'entraîne toujours un petit peu aujourd'hui, ma fonction première reste celle de préparation. Donc, il a quasiment fallu 15-20 ans avant que je ne fasse de pratique sportive et d'entraînement, avant que je ne fasse la bascule dans le milieu
de la préparation mentale. Et une de mes premières expériences, je regarde quand même un petit peu le chrono, voir où j'en suis, une de mes premières expériences en sport collectif, dans le cadre de cette posture de préparateur mental, s'est faite avec, avec un club de basket, avec une équipe de basket, précisément, ce n'était pas l'ensemble du club, des U18 nations, qui connaissaient, comment dire ça, une saison un petit peu délicate, qui n'avait pas remporté de match depuis le début de la saison. Et à partir du mois de janvier, donc globalement à mi-saison, j'ai entamé un travail avec eux. Et je vous raconte cette anecdote parce que elle est vraiment révélatrice de l'état d'esprit aujourd'hui dans le domaine du sport. C'est-à-dire que j'arrivais, moi, avec ma fonction de préparateur mental, de sophrologue, et la posture qui va avec. Et après chaque match, bah, je leur demandais s'ils pouvaient me relater ce qui s'est passé, bien déroulé ou pas. Et systématiquement, leur retour était technique. C'était de la technique. Les 3 points qui clochaient, les lancers francs, le retour défensif, le milieu de terrain, ainsi de suite. Et j'avais beau leur rappeler sans cesse que sans doute il pouvait y avoir des éléments autres que la technique qui venaient parasiter cette performance. Il aura fallu au moins 4-5 séances avant qu'un des joueurs me dise bah oui, oui, en fait, c'est vrai qu'au troisième quart-temps, on a systématiquement des problèmes de concentration, qu'on lâche le match, que le manque de confiance s'impose à nous, et ainsi de suite. Donc, faut vraiment être très très patient pour intégrer cette dimension mentale relative à des sensations et aussi des émotions. Oui, je t'en prie, François. Voilà, on a une première question là, qui apparaît sur le chat où un des entraîneurs, là, Pascal Thibault, demande l'une des problématiques de la concentration, c'est la durée et la répétition, notamment par rapport, nous, dans les sports co, au nombre de matchs, d'entraînement, sur la saison, sur une carrière. Quel regard conseil par rapport à cette endurance mentale, endurance de concentration, entre guillemets? Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est un paramètre que j'avais prévu d'aborder un petit peu plus tard, mais effectivement, on sait qu'en fonction de la tranche d'âge de l'individu, le niveau de concentration est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas une capacité de concentration sur 2 heures, 3 heures ou 4 heures, elle est effectivement limitée. Et aussi, elle est excessivement consommatrice en énergie. Donc pour ce faire, bah, pour tenir sur un match, hein, bon, bah, basket, c'est 4 cartons. En moyenne, on peut dire qu'un joueur passe 2 cartons sur le terrain, c'est d'avoir des stratégies mentales qui permettent de maintenir, lorsque nécessaire, cette concentration optimale, c'est d'être à 100% de sa concentration. Et chaque fois qu'il y a ce que je vais appeler un temps mort, mais ça ne correspond pas au temps mort tel que vous l'entendez, c'est-à-dire des temps de non-jeu, eh ben, il faut profiter de ces moments pour relâcher systématiquement sa concentration, pour pouvoir en fait faire tenir ce niveau de concentration le plus longtemps possible. Et ça, c'est à degré variable. Hein. Chez les jeunes, on sait que le niveau de concentration est très très faible. Donc il faut intégrer toutes ces stratégies, les travailler évidemment à l'entraînement au préalable. Et puis, ce travail de concentration, il se met en place aussi dans le cadre de l'entraînement. Il est complètement illusoire d'imaginer qu'un basketteur, qu'une une basketteuse aura cette capacité à maintenir un niveau de concentration important durant le match si ça n'est pas travaillé aussi durant les phases d'entraînement. Moi, ce que j'ai coutume de proposer, hein, c'est pour développer ces compétences et ces capacités de concentration, c'est des techniques de sophrologie qui fonctionnent vraiment très très bien, puisque la sophrologie, la base de la sophrologie oblige la personne à effectuer un travail de concentration durant toute la séance. Donc, ce sont des différentes techniques hein, qu'on peut mettre en place, soit cognitives, soit somatiques, pour permettre à chaque sportif d'être autonome dans la gestion de cette concentration qui est fondamentale dans le sport. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Hein. Si ce n'est pas le cas, je pourrais donner un petit peu plus de précision ultérieurement sur le sujet. Très bien, non, non, c'est parfait, merci. Donc voilà, nous attaquons la théorie. Il fallait nécessairement y passer. Cette petite présentation, initiation, on va dire, sur la préparation mentale, repose sur 3 postulats. Il aurait pu y en avoir plus, hein, évidemment, en une demi-heure. Je ne peux pas vous faire une présentation exhaustive du mental, mais déjà, ces 3 postulats sont vraiment significatifs
de tout ce qui peut se passer chez un sportif dans le cadre de sa pratique et surtout dans la volonté d'atteindre une performance optimale. Premier postulat, donc j'espère que la plupart des entraîneurs qui seront présents vont être d'accord avec moi, comme quoi la performance, le niveau de performance optimale ne peut s'atteindre qu'à travers une combinaison entre l'aspect technique, physique, mental. Évidemment, derrière l'aspect technique, il y a la stratégie, il y a l'analyse vidéo, physique, c'est la prépa physique, le cardio. La dimension mentale, j'aurais peut-être pu rajouter aussi une chose, c'est l'aspect constitutionnel, c'est-à-dire la manière dont les gens sont faits. Mais ça, on n'a que peu d'emprise là-dessus, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas rajouté à cette liste. L'aspect technique, l'aspect physique, je pense que vous êtes très bien équipés tous de ce côté-là, donc je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Moi, je vais m'intéresser plus au domaine mental, mais avant ça, j'aimerais bien qualifier aussi précisément la performance pour que nous parlions tous le même langage et pour que vous puissiez cerner aussi un petit peu plus où le préparateur mental se positionne dans le cadre de cette performance. Alors, la performance de résultat, en premier chef, là, je ne vais rien vous apprendre. La performance de résultat, elle est très, très simple à comprendre. La victoire, la défaite, le nombre de points marqués, accessoirement les statistiques, c'est-à-dire qu'il s'agit nécessairement d'un paramètre auto-référé. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, même pas spécialiste de sport, va comprendre que l'équipe de France de basket a battu l'équipe des États-Unis 95 à 80. Pas besoin d'être un spécialiste. La performance de résultat, elle est très simple à appréhender. Elle n'est pas nécessairement intéressante à utiliser dans le cadre de la prep mentale. Et nous allons nous référer plus aux deux autres niveaux de performance. Le second, la perf de maîtrise. Donc là, on est plus sur une notion de comportement, d'attitude, de mise de moyens en place, c'est-à-dire tout ce qu'il faut mettre en place pour atteindre un résultat et un objectif fixé. Donc ça, c'est le terrain de jeu des entraîneurs, hein, évidemment, qui évolue beaucoup là-dessus, et aussi en prépa mentale. Mais nous, le cœur vraiment de notre métier, il se situe au niveau de la performance de processus. Alors la performance de processus, je vais vous la décrire de façon très très rapide. C'est tout ce qui se passe chez un sportif, chez une sportive, lors de la réalisation de sa performance. Il se passe toujours les mêmes choses, ce sont toujours les mêmes balisages, les mêmes cheminements qui sont empruntés. Et nous, vraiment, ce qui nous importe dans le cadre de la préparation mentale, c'est de repérer en fait tout ce contexte favorable pour la production de la performance. Donc c'est relatif évidemment à l'environnement, mais aussi et surtout à l'état interne, c'est-à-dire l'aspect sensoriel et émotionnel, qui lui-même est en connexion avec l'enjeu, l'incertitude de la compétition. Donc ça, c'est vrai dans le cadre de la performance, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de repérer tous les cheminements empruntés lorsqu'il y a contre-performance, afin d'éviter ces écueils. Donc c'est vraiment une connaissance très très fine de tout ce qui se passe dans la mise en place de la dynamique de performance. Et ça, c'est le cœur vraiment de notre travail. Je t'écoute, François. Ouais, une petite question. Alors, il y en a une autre qu'on traitera un petit peu plus tard, là, sur une question sur la méditation de pleine conscience qu'on va essayer peut-être de reporter, mais c'est surtout une qui est centrale chez nous parce que la préparation mentale, notamment dans le basket, elle est encore pas très installée, entre guillemets. Et là, il y a une question concernant le positionnement en fait du préparateur mental au sein d'un staff. Ouais, ça c'est une bonne question et à la fois c'est assez compliqué d'y répondre de façon réellement objective puisque chaque entraîneur est différent, chaque staff est différent et chaque préparateur est différent. Par contre, ce qui est certain, c'est que chacun a son registre de travail, chacun a ses spécificités, chacun a ses plates-bandes et en aucun cas de figure, un préparateur mental ne doit interférer à la place du préparateur physique, de l'entraîneur, de ses adjoints ou accessoirement du staff médical. C'est-à-dire qu'il y a des phases communes où effectivement il y a des échanges, beaucoup de communication, mais chacun fait son boulot. Donc là, il y a plusieurs choix, c'est-à-dire que certains préparateurs mentaux sont directement intégrés au staff, travaillent avec les joueurs, les joueuses, de façon individuelle et collective, aussi
à travers un accompagnement avec l'entraîneur ou l'ensemble du staff. Donc, cette personne fait vraiment partie de l'ensemble du groupe, ou alors ce sont des personnes qui sont positionnées de façon beaucoup plus neutre, de façon satellitaire, qu'on appelle en fonction des besoins, voire même intégrer des rendez-vous réguliers, hebdomadaires ou plusieurs fois dans la semaine. Mais il n'y a pas vraiment une règle précise. Je crois que c'est quelque chose qui se travaille directement avec l'entraîneur. Pour moi, l'entraîneur, c'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est lui qui gère, c'est lui qui met en place, c'est lui qui appelle des personnes qui ont des compétences qu'il n'a pas, ou juste une problématique de temps pour gérer ces domaines-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de façons différentes d'intégrer le préparateur mental au staff. Ce qui est certain, c'est que nécessairement, il doit rester à sa place et ne doit pas glisser, on va dire, vers un état trop technique. C'est pour ça, juste à titre d'exemple, pour bien me faire comprendre, que j'évite, autant que faire se peut, d'évoluer en tant que préparateur mental dans des domaines sportifs vis-à-vis desquels j'ai un regard technique trop fin. Je veux dire des domaines sportifs dans lesquels j'ai entraîné ou j'ai évolué comme compétiteur. Je préfère travailler dans des domaines sportifs que je ne connais pas techniquement. Ça ne veut pas dire que je les ignore totalement, mais je n'ai pas une maîtrise technique, ce qui m'oblige nécessairement à rester dans mon positionnement de préparateur mental et de ne pas glisser de façon consciente ou inconsciente vers une analyse trop technique. Donc j'espère avoir répondu à la question initiale. Donc je continue l'avancement. Définir en fait ce qu'est le mental. Bon, je pense que c'est pas pour vous une surprise parce que j'ai déjà énormément mis l'accent sur la notion de concentration et c'est vrai que c'est pour moi sans doute l'habileté principale que je choisis dans le cadre des dynamiques mentales, celle de la concentration qui est très très vaste et qui réclame, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la question qui a été posée, la concentration, c'est quelque chose de très très large avec une adaptation du focus attentionnel en permanence durant un match, le traitement de toutes les informations, c'est-à-dire ses propres informations, celles de ses équipiers, celles de l'équipe adverse, et puis aussi, alors c'est consommateur d'énergie comme pas possible, tout ce qui est relatif à la communication. Je ne parle pas de communication verbale, des basketteurs sur un terrain sont en communication permanente, visuelle et autres, et ça, cette concentration, on voit bien au niveau de la flèche qui descend sur la droite de l'écran, pour qu'elle soit maîtrisée, nécessairement, elle fait appel à un certain nombre de ressources, ces ressources qui doivent être maîtrisées, que ce soit la visualisation, l'imagerie mentale, la respiration, relâchement, le geste, le signal ou autre. Tout ça, ce sont des techniques évidemment qui sont travaillées au préalable et qu'on peut utiliser de façon pratique lors d'un match et qui agissent en quelques secondes puisqu'elles sont engrammées. Donc, faut bien comprendre aussi que la préparation mentale, c'est un travail. Il ne s'agit pas d'aller voir un préparateur mental ou un sophrologue une fois par mois. Il s'agit de travailler et de développer ces techniques tous les jours, comme les entraînements. Un sportif s'entraîne tous les jours, ou 3 fois ou 4 fois par semaine, qu'importe, ou 2 fois, 3 fois par jour. Et le mental est à intégrer de façon systématique dans son quotidien. Ça, c'est vraiment fondamental pour qu'il apporte quelque chose de concret durant les compétitions. Mais cette concentration, pour qu'elle s'établisse correctement, faut qu'elle soit aussi connectée de façon efficiente à ce qu'on appelle, nous, les affects, c'est-à-dire il y a une petite partie de la liste qui suit, c'est une gestion du stress, de l'anxiété, une maîtrise de toutes ces émotions, une motivation aussi optimale, un état de confiance aussi qui va bien, un engagement adéquat. Donc, toutes ces caractéristiques font réellement partie du mental, équilibrent les unes entre les autres. Mais il est totalement illusoire de pouvoir maîtriser ces caractéristiques mentales si préalablement il n'y a pas un niveau de ressources important qui a été mis en place. Donc là, ce sont les habiletés de base, puisque... Vas-y François. Ouais, juste une question qui remonte, notamment par rapport à ce que tu évoquais juste avant, et notamment la façon de pouvoir évaluer si l'athlète ou le basketteur est concentré, prêt à performer.
voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des techniques et puis des choses à aller chercher, mais est-ce que c'est lui qui l'évalue lui-même? Est-ce qu'on peut l'aider? Voilà, comment ça se passe? Ouais. Ben, ça, c'est une des grandes complexités de la dynamique mentale hein, par rapport à l'aspect physiologique. On va dire l'aspect physiologique se mesure de façon assez simple. Il y a toute une batterie de tests qui peuvent valider des niveaux physiologiques par rapport aux filières choisies. Au niveau mental, il y a quelques grilles d'évaluation qui sont sous forme de questionnaires, mais ça reste quand même des analyses qui sont relativement subjectives. Après, je pense qu'un entraîneur a cette capacité, puisqu'il y a une connaissance quand même assez importante des joueurs et des joueuses qu'il a à sa charge, a une capacité pour discerner ce qui peut dysfonctionner lors d'un match, si ça provient d'un aspect physique, d'un aspect technique, ou si c'est juste une visée mentale qui n'est pas réellement opérationnelle. Donc c'est plus un regard extérieur qui va permettre en fait de repérer ces dysfonctionnements. Évidemment, ce repérage, il se fera d'autant plus facilement que la personne est spécialisée en préparation mentale. Mais c'est vrai que moi, si j'assiste à un match de basket, je vais certainement pas avoir la même lecture qu'un technicien. C'est-à-dire que le technicien, il va s'arrêter sur l'aspect technique, sur les schémas tactiques. Moi, je vais focaliser toute mon attention sur ce qui peut dysfonctionner en termes d'attitude, de comportement et des habiletés mentales qui sont peu efficientes. Mais il n'y a pas une grille d'évaluation comme ça pourrait être le cas pour tester la dynamique d'explosivité ou pour mesurer une VO2 max, une VMA ou une PMA ou toutes ces caractéristiques-là. Ce n'est pas quelque chose de figé. Il y a juste des questionnaires, des techniques de questionnaires, mais ça ne reste pas précis à 100%. Il y a toujours une forme d'interprétation. Donc, pour obtenir le meilleur résultat à ce niveau-là, bah, ça reste de l'entretien, de l'échange, de la discussion, et surtout une analyse, par contre, elle, objective des matchs. C'est-à-dire que bien souvent, je me rends compte que l'analyse du match, lorsqu'elle se fait, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est à travers un élément vidéo, mais juste pour repérer l'aspect technique des choses. Je pense qu'il faut aussi attacher une grande importance à tout ce qui est relatif au mental, à l'attitude et au comportement individuel et collectif au cours des matchs. C'est le seul moyen qui nous permet vraiment de repérer des relâchements au niveau de certaines attitudes mentales, de certaines habiletés mentales. Hop, je continue ma petite présentation. J'ai passé ça très rapidement parce que je n'en ai pas encore parlé. C'est vrai qu'il y a différents niveaux d'habileté. Ça revient un petit peu à la petite vision triangulaire qu'il y avait avant. Mais le début de l'histoire, au niveau de la préparation mentale, c'est de la fixation d'objectifs. La fixation d'objectifs, elle est fondamentale dans la construction d'un projet sportif. Et souvent, ça manque de clarté. Donc ça, c'est important de travailler là-dessus, de développer la confiance pour atteindre cet objectif et évidemment la notion d'engagement. Une des problématiques aussi qu'on retrouve beaucoup, c'est les habiletés mentales dites psychosomatiques, c'est tout ce qui est relatif à la gestion du stress et de l'anxiété du match. Et je vais y revenir un petit peu plus précisément par la suite. Et là, évidemment, ben, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, il faut développer, travailler sur des états ressources, maîtriser des techniques de relaxation, maîtriser des techniques d'activation. C'est quelque chose de fondamental chez les sportifs. Et des habiletés cognitives, donc là, on est vraiment sur la concentration pure. La maîtrise et le contrôle de son attention et éviter toute forme d'attention, de distraction, pardon. Ça revient exactement à l'exemple que j'évoquais lors de ma compétition où bon, voilà, on m'adresse un encouragement que je ne comprends pas nécessairement bien. Ça s'appelle une distraction qui a engendré un flux de pensée complètement négatif par rapport à la performance que je devais réaliser et qui est venu entacher totalement mon niveau de concentration et donc de fait ma performance. Voilà, c'est ça. Je passe ça très rapidement, hein, je ne veux pas le développer, mais ça vous permet peut-être d'attraper quelques informations qui vous donneront des éléments après pour la deuxième partie ou la dernière partie questions-réponses. Autre postulat, donc c'est le second. La compétition génère de l'anxiété. Donc j'aimerais bien qu'on se mette d'accord aussi sur ce qu'est une compétition. Jouer au petit choix avec ses enfants, ça n'est pas une compétition pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'il n'y a pas d'incertitude, ou très peu,
et surtout que le résultat final en termes de performance réalisée ou pas n'impacte pas le futur. Donc, pour que l'on parle compétition, il faut qu'il y ait ces trois aspects, enjeu, incertitude, et le résultat, en termes de performance réalisée ou pas, impacte le futur. Et nécessairement ces situations-là vont générer chez tout le monde, il n'y a pas une personne qui ne soit pas concernée, de l'anxiété, à des niveaux plus ou moins importants, hein, en fonction de l'anxiété de trait de chaque individu. Et cette anxiété, nécessairement, il y a deux types d'anxiété, cognitive ou somatique, elle est prise systématiquement en compte. Que cette anxiété soit vécue comme une problématique ou pas, nécessairement, elle va être utilisée par le préparateur mental parce qu'on sait exactement comment elle se matérialise et elle se met en place. C'est-à-dire qu'on utilise en fait ces caractéristiques naturelles afin d'optimiser l'avant-match. Et on sait que toutes les périodes qui se situent avant une compétition sont fondamentales. Et j'ai même envie de dire que bien souvent, la compétition, elle est jouée avant même qu'elle ne se déroule. C'est-à-dire que toutes ces périodes d'avant-compétition sont très, très importantes à appréhender. Et l'anxiété, bien souvent, c'est la passerelle vers le stress. C'est-à-dire que le phénomène d'anxiété, qui est plutôt une émotion, va positionner la mise en place du stress pré-compétitif. Ce qui m'amène directement à ce troisième postulat. La majorité des contre-performances sportives sont liées à une mauvaise maîtrise du stress. Je précise bien, ne sont pas liées au stress, mais liées à une mauvaise maîtrise du stress. Donc le stress, ça n'est pas une émotion, hein, c'est un phénomène adaptatif sur le plan physiologique de l'organisme que je ne vais pas développer là aujourd'hui, hein, parce qu'il me faudrait quasiment 1 heure pour parler du stress. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce stress est indissociable de la performance. Donc c'est très paradoxal, hein, puisque sur le slide précédent, je vous raconte que par des contre-performances, mauvaise maîtrise du stress. Et puis là, je vous dis, ben, le stress est indissociable. Et je vais vous expliquer pourquoi à travers ce petit tableau. C'est-à-dire que chaque individu, chaque sportif, là je parle sur le plan individuel, hein, et pas collectif, a une zone optimale de performance, un niveau optimal de performance. Et chaque fois qu'il se situe dans cette zone optimale de performance, il réalise une performance. Si ce n'est pas le cas, il ne sera pas opérationnel à 100%. Donc, soit le stress n'est pas suffisant, soit le stress est trop présent. Et il faut savoir se situer sur une frange qui est relativement étroite, où le niveau d'optimisation du potentiel et de la performance devient réellement optimal. Et ça ne peut se maîtriser que si on a des ressources, si on maîtrise ses compétences de relaxation, ses compétences d'activation. Souvent en sport, on parle de stress de façon négative et on appuie sur le trop de stress. Mais bien souvent, il y a aussi un manque de stress. Donc ça, c'est important pour un athlète ou un sportif de façon globale, quelle que soit sa discipline, d'avoir une maîtrise totale de cette gestion de stress afin de se positionner dans cette zone optimale de performance. Bon, je vois que je suis à peu près dans le temps. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je suis tout à fait preneur. Bon, j'ai dépassé de 5 minutes. Oui, ouais, je rappelle juste pour le bon fonctionnement des questions, vous branchez le micro le temps de poser la question, vous l'éteignez juste une fois la question posée de façon à laisser la visio plus fluide. Merci à vous. Je sais qu'il y a quelques questions là qui sont apparues sur le chat. Vous pouvez les poser en direct. A priori, pas d'infos directes. Alors, il y en avait une qui revenait là. Est-ce que le problème concernant notamment le stress ne vient pas tout simplement de l'enjeu qui nuit aux performances? Ah ben oui. En fait, plus la situation de compétition sera relative à un enjeu important, une incertitude importante, et ce que j'évoquais tout à l'heure, et dont le résultat aura un impact fort sur le devenir, et plus ce stress, plus cette pression, effectivement, va monter. Mais
en sport, il y a toujours un enjeu, et il y a toujours en compétition un enjeu qui est fort, et plus on monte vers le haut niveau, et plus cet enjeu devient important et va réclamer une maîtrise, une parfaite maîtrise de ce stress. Donc clairement, oui, oui, si il n'y a aucun enjeu, il n'y aura effectivement pas de stress, mais toutes les situations à enjeu, qu'il s'agisse d'un entretien d'embauche, d'un examen, d'un oral au bac de français, il y a un enjeu derrière, ça génère du stress. Certains arrivent de façon tout à fait naturelle à parfaitement bien appréhender ce stress, à bien le gérer, voire même mieux à en tirer parti, d'autres pas. Et c'est surtout dans ce cas de figure, bah, évidemment, qu'il faut mettre des techniques en place pour le travailler. Mais oui, je réponds de façon tout à fait affirmative. L'enjeu va générer implicitement un niveau de stress important. Une question Oui. pour moi, juste concernant un petit peu des conseils que tu donnerais, par exemple, des entraîneurs qui n'auraient pas les moyens forcément de faire appel à un préparateur mental. Quels sont les petites techniques de base nécessaires qu'il faudrait mettre en place avec son groupe? Et quand je dis son groupe, ça pourrait être de tout jeunes équipes, hein, U9, U10, à des seniors. Voilà, tout à l'heure, tu parlais de l'entretien ou de faire exprimer les gens. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais un peu des choses à mettre en avant pour éviter, on va dire, de mettre une pression, entre guillemets, sur notre groupe? Oui, oui. Alors, ce qui est compliqué, déjà, c'est la notion de tranche d'âge. Et tu te doutes bien qu'on ne travaille pas de la même façon avec des U11, des U13 et un public adulte. Les tout jeunes ne seront pas nécessairement réceptifs aux techniques de préparation mentale. Je pense qu'on peut commencer à intégrer ces techniques raisonnablement, hein, à partir de l'âge de 13-14 ans. C'est réellement intéressant. Le conseil que je donnerais, hein, de lire, de s'enrichir de beaucoup de lectures, de connaissances, d'échanger avec d'autres entraîneurs, accessoirement des préparateurs mentaux lorsqu'ils ont l'occasion d'en rencontrer, de se faire aussi leur propre expérience. Souvent, hein, il n'y a pas besoin de réinventer ce qui a déjà été inventé au préalable. Sur le net, on trouve beaucoup de techniques de relaxation, de respiration, tout ce qui peut apporter un plus en termes de concentration. Donc, il faut vraiment aller s'inspirer de tout ça pour le transférer et le transmettre aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Après, j'en profite pour dire qu'un entraîneur qui a une formation en préparation mentale, évidemment, c'est clairement un plus. Pour autant, il restera un entraîneur qui utilise des techniques de préparation mentale. En aucun cas, il sera un préparateur mental. C'est-à-dire que sa fonction impose aussi une posture. Et il aura toujours sa posture d'entraîneur mental, c'est-à-dire d'entraîneur. Un préparateur mental aura toujours une posture totalement neutre. Un entraîneur ne peut pas être neutre, c'est impossible. Donc voilà, la différence, elle se fait là. C'est-à-dire qu'un entraîneur ne pourra pas être préparateur mental, même si techniquement, il a ses compétences pour le faire, il restera toujours dans sa posture et sa fonction d'entraîneur. Par contre, oui, il peut distiller des petits conseils de temps à autre, mais là, je pense que sur Internet, il y a plein de tutos, plein d'exercices, donc il faut commencer simplement. Le travail d'entretien est important, le travail de connaissance de soi, sur ses compétences, ses capacités, ses qualités, le travail sur objectif, sur les améliorations, surtout un travail de maîtrise, hein, plus un travail de maîtrise que de résultats purs. Donc voilà les petites pistes que je pourrais donner comme ça à un entraîneur qui essaierait d'intégrer cette dimension mentale dans le cadre de son entraînement. Une autre question qui était présente là sur le chat, qui questionnait concernant l'entourage du joueur. Si cet entourage pouvait venir interférer aussi sur le mental ou sur la compétition, enfin le bien-être du joueur, quoi. Ah bah oui, oui, oui. Le contexte
familial est prépondérant. C'est-à-dire qu'un encadrement, un soutien familial indéfectible est très très important, mais tout comme le préparateur mental qui doit rester dans son terrain de jeu et dans sa spécificité professionnelle, l'encadrement familial aussi doit jouer son rôle d'accompagnant, mais pas plus. Donc, on va dire le danger, ce serait de vouloir trop en faire, de prendre la place de l'entraîneur, de prendre la place des encadrants, de donner toujours un contre-conseil par rapport à ce qu'ils peuvent entendre dans le cadre des entraînements. Donc, la limite du système, elle est là, mais un accompagnement bienveillant, évidemment, de la part de la famille est fondamental. Il y a beaucoup d'études sociologiques qui ont été menées aux États-Unis parce qu'ils sont friands de ce genre de choses. Et ils mettaient en lien et faisaient une corrélation entre effectivement un bien-être au sein de la tri et la possibilité d'accéder au meilleur niveau, tant est que évidemment le sportif ou la sportive en ait les compétences. Donc, ce soutien familial est vraiment quelque chose de fondamental dans la réussite sportive aussi du jeune ou de la jeune sportive. Ok, une autre question concernant un jeune, mais je pense que c'est un jeune ou un moins jeune pour moi. La question serait la même. Donc tout à l'heure, tu as déjà un petit peu abordé les effets et comment on pouvait essayer d'aborder la capacité à essayer de régler le problème. Mais comment expliquer qu'un sportif talentueux, brillant aux entraînements n'arrive pas à se transcender en compétition ou l'inverse, entre guillemets? Est-ce qu'il y a qu'un seul, on va dire, point sur lequel il faut aller le chercher, ou je pense qu'il y en a d'autres et qui sont liés, je pense, à la personnalité de chacun aussi, qui nous permet ou pas de trouver les moyens de se transcender ou au contraire d'être complètement inhibé, quoi. Alors oui, effectivement, il peut y avoir énormément de paramètres qui interviennent. Alors évidemment, moi, je peux poser difficilement une réponse puisque je ne connais pas la personne, je ne connais pas les besoins, les problématiques, le contexte, mais bien souvent, lorsqu'il y a un différentiel trop important entre ce qui est produit à l'entraînement et les réalisations en compétition, c'est clair, hein, c'est une caractéristique mentale, une habileté mentale à minima qui pose souci. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Gestion de la pression, c'est-à-dire stress, anxiété pré-compétitif, problème de confiance en soi, estime de soi, motivation, c'est rarement le problème, mais j'irais plus, voilà, problème de confiance quant à la réalisation et puis aussi de gestion du stress et des émotions, problématiques d'émotions. Mais ça, c'est difficile de relever une problématique sans qu'il y ait un entretien en fait avec ce joueur ou avec cette joueuse. Mais c'est vrai qu'un entretien bien mené, on arrive déjà à appréhender un nombre important d'informations. Et le fait d'avoir repéré la qualité ou l'habileté mentale manquante permet de proposer évidemment des ressources que ce jeune joueur ou pas pourra développer et mettre en place par la suite pour redevenir aussi, à minima, aussi performant le jour de la compétition qu'à l'entraînement. Une autre question qui vient sur la différence entre sport co et sport indiv, richesse, difficulté en plus, qu'est-ce qui peut nous aider, entre guillemets, nous, sport co, entre guillemets, à aborder ce côté un peu de préparation mentale, quoi. Clairement, hein, le sport collectif est excessivement complexe. Moi, les 2-3 premières années professionnelles, je me suis volontairement totalement désintéressé de l'univers du sport collectif car je trouvais vraiment trop complexe. Donc, je gérais uniquement des sportifs dits individuels ou qui pratiquaient une discipline individuelle. Dans un sport comme le basket, mais ça c'est une réalité pour tous les sports co, il y a la problématique individuelle, personnelle du joueur ou de la joueuse, mais en plus, il y a la notion de groupe. Donc, dans le groupe, on retrouve quoi? Tout ce qui est problématique interpersonnelle, de communication, le travail de cohésion au sein du groupe, mais aussi avec le staff. Donc, ça vient renforcer effectivement la difficulté dans cette sphère qu'est le mental. Et d'autant que
j'en sache, la finalité profonde, c'est de pouvoir transformer ce groupe, ces joueurs, cet ensemble de joueurs ou de joueuses en équipe. En sport co, on est performant lorsqu'il y a réellement une équipe. Tant que l'équipe ne s'est pas formée, ne s'est pas formée, eh ben, ça ne fonctionne pas bien. Et un des travaux en sport co du préparateur mental, c'est effectivement de travailler aussi sur ce potentiel collectif. Donc, la construction et enfin participer à la construction et l'élaboration justement de ces techniques de coopération, d'entraide et aussi de bienveillance entre les joueurs. Et ça repose réellement sur des techniques de communication. On se rend compte qu'au sein d'un groupe, très souvent, on repère des dysfonctionnements à cause d'une incapacité à réellement bien communiquer et à bien transmettre l'information. Et ça repose sur des techniques toutes simples, mais faut-il encore le maîtriser. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. La dimension mentale en sport est beaucoup plus complexe à appréhender puisqu'elle nécessite à la fois d'intervenir de façon individuelle chez le sportif ou la sportive, mais en plus de travailler de façon collective avec le groupe. Et là, en prep mental, on se rend compte qu'au sein d'un groupe, certains joueurs, certaines joueuses vont adhérer totalement de façon très simple et d'autres pas. Donc la question se pose, que fait-on lorsque seulement 50% de l'équipe adhère ou 80% et ainsi de suite? Est-ce qu'on continue le travail collectif? Est-ce qu'on le met de côté? Donc voilà, plein de problématiques que l'on peut retrouver en sport co que l'on ne retrouve pas en sport individuel. Une question qui apparaît aussi sur mettre en place, entre guillemets, de la préparation mentale ou faire intervenir un préparateur mental. Si le coach, lui, ne fait pas ce travail d'aller aussi travailler sur lui ou avec le préparateur mental, est-ce que c'est efficace ou est-ce qu'au contraire, on vient juste mettre un scotch sur voilà, peut-être des questions qui seraient posées par l'entourage ou ainsi de suite, quoi. Oui, tout à fait. Je comprends le sens de la question. Plusieurs choses. La première, pour qu'il y ait une quelconque efficience dans le travail qui sera mené par le préparateur mental, le sportif, le sophrologue ou autre, nécessairement, l'entraîneur doit être d'accord pour que ce travail se fasse. Si ça lui est imposé, déjà, je sais que ça va très très mal fonctionner. Pour autant, l'entraîneur n'est pas nécessairement tenu d'avoir des grandes compétences dans le domaine. S'il en a, évidemment, c'est un plus. Ça permettra d'échanger, ça permettra aussi de travailler sur des techniques de positionnement, de communication aussi avec les joueuses de façon ou les joueurs de façon très très simple. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait quand même un accord de l'entraîneur et on va dire du staff de façon globale pour qu'un préparateur mental puisse intervenir auprès des sportifs et des sportives. Ça, c'est clair. Après, il n'y a pas nécessairement besoin que l'entraîneur maîtrise parfaitement ce domaine. Je crois qu'un entraîneur, il a déjà, dans le cadre de ses fonctions, un emploi du temps plutôt très, très chargé. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi déléguer. La question, elle était au-delà de maîtriser, mais plutôt de est-ce que tu penses que c'est nécessaire et ça sera efficace que l'entraîneur travaille aussi sur lui, entre guillemets? Ah, d'accord. Ah, bah là, c'est un plus. Ah, bah oui, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais évidemment, oui, c'est un plus. Moi, ce sont des demandes que je rencontre assez souvent, plus dans le domaine du sport professionnel ou du sport de haut niveau, c'est-à-dire au sein de fédérations, c'est-à-dire que la demande est double. Collaborer avec les joueuses, les joueurs, mais aussi apporter des pistes d'amélioration pour le coach par rapport à ses besoins. Donc évidemment, s'il y a un travail double qui est mis en place, c'est vraiment super puisque à ce moment-là, l'entraîneur peut se faire aussi dans le cadre des entraînements, puisque le préparateur mental n'est pas toujours présent, peut se faire le relais aussi du préparateur mental dans ce cas de figure. Donc là, c'est vraiment la situation optimale. Ok. Une question qui apparaît aussi, c'est comment gérer des joueurs qui peuvent apparaître comme étant décalés du reste du groupe. Alors, quand on dit décalé, ça peut être
la star, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un comportement complètement différent face à l'entraînement, face à la compète. Ouais, bah, déjà il faut respecter sa personnalité, hein. Chacun est différent et on revient un petit peu à la problématique tout à l'heure du fait que ben, le sport co c'est une individualité, mais c'est aussi une multi-composante d'individus et de faire en sorte que tous ces individus fonctionnent ensemble pour obtenir la meilleure performance possible. Donc là, il n'y a pas vraiment de technique en tant que telle. Mais par contre, certainement, beaucoup d'échanges et beaucoup de communication pour faire en sorte de trouver des situations alternatives. Il ne faut pas qu'une personne se mette totalement en marge d'un groupe, surtout dans un sport co, sinon ça devient très, très rapidement dysfonctionnel. Le seul moyen, c'est vraiment l'entretien, la discussion collective, trouver des solutions et faire en sorte que l'alternative trouvée se fasse ben, pour aller dans le bon sens et puis que ça convienne à tout le monde. L'idée, c'est ça. On n'est pas tenu, surtout dans le sport pro, on n'est pas nécessairement tenu d'être bon copain avec tout le monde, mais quand même, s'il y a un minimum de relations amicales au sein d'un groupe, ça fonctionne beaucoup mieux. Et là, c'est pareil, sans être confronté précisément à la personne et aux personnes concernées, c'est compliqué de donner une réponse vraiment très, très précise. Mais nécessairement, il y a de l'échange et de la discussion à mettre en place, c'est certain. Un conseil, en fait, pour de jeunes entraîneurs qui ont peut-être. Je me permets de t'interrompre parce que je vois une personne qui apparaît à l'écran. Cette personne a peut-être envie de poser une question. Vas-y, vas-y. Bon, ben, non, apparemment, non. Elle Pas apparaît à l'écran, forcément. mais elle ne pose pas de questions. Ouais. D'accord. Bon, bah, vas-y, reprends. Excuse-moi. Non, non, pas de souci. Non, c'était une question concernant un groupe qui aurait pas forcément un nombre d'entraînements très important, plutôt des amateurs que on va avoir une fois ou deux fois par semaine. Quel temps allouer entre guillemets à l'échange? Parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'il faut l'organiser? Comment? À quelle fréquence? Pour qu'il y ait un intérêt de véritablement pouvoir travailler avec eux, quoi. Ouais, c'est vraiment là toute la complexité du sport amateur. Vaut-il mieux consacrer une heure à l'entraînement physique, technique, ou placer un temps d'échange ou de travail autour de la dimension mentale? Chez des pros, la question ne se pose pas puisqu'ils ont un planning qui leur permet d'intégrer ça dans leur quotidien sans problème. Au niveau amateur, ben là, ça va être un choix. Ça va être l'entraîneur qui devra établir un choix, une stratégie. Moi, je pense que ça peut se faire euh, à raison d'un quart d'heure, 20 minutes sur une séance hebdomadaire, un temps spécifique consacré à ce travail. Ça peut être un travail de respiration, un travail de cohésion, un travail de team building, enfin des choses qui diffèrent un petit peu de ce qui se fait de façon habituelle dans l'entraînement. Et par contre, faire en sorte que ce soit régulier, pas une fois tous les mois ou deux fois dans la saison, tous les jours, de telle heure à telle heure, avant ou après tel ou tel entraînement, on s'accorde un temps spécifique à la dimension mentale, à la communication, au travail de coopération, de collaboration. Je pense que ça peut tout à fait se mettre assez simplement, s'intégrer assez simplement dans le cadre des entraînements des structures et des équipes amateurs. Ok. On va prendre une dernière question et puis on va arriver un petit peu au bout de la première séquence. Moi, ce que je vais inviter les gens, c'est si réellement il y avait des thématiques sur lesquelles vous auriez souhaité que Ronan puisse réintervenir, c'est de me les envoyer par mail de façon à ce que on puisse se voir à pourquoi pas monter un autre rendez-vous. La dernière question, elle était plutôt sur le sport français en général. Il apparaît que la dominante de la préparation mentale est plutôt quelque chose qui est naissante chez nous dans un accompagnement avec une personne extérieure. Comment expliques-tu ça? Est-ce que il y a une raison ou pas?
Ouais, des raisons, il y en a certainement beaucoup, hein, des raisons sociétales essentiellement. Certains pays ont énormément d'avance sur le sujet, en particulier tous les pays anglo-saxons, euh, États-Unis, le Canada, ils sont clairement avant-gardistes sur le sujet. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que le sport outre-Atlantique fait souvent référence et inspire beaucoup aussi le sport français. Mais bon, ben, la préparation mentale, visiblement, n'a pas su traverser l'Atlantique à la nage. Elle est restée un peu bloquée aux frontières. Oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Le français, globalement, a toujours un esprit critique par rapport à ce qui est nouveau. Moi, je me souviens, il y a quoi, 15-20 ans, le débat et la polémique faisait rage au sujet de la préparation physique. Est-ce important d'intégrer la prépa physique dans un stade? Bon, ben voilà, on retrouve un petit peu ce même débat de nos jours par rapport à la préparation mentale. Et sans doute la grosse différence, mais elle a son importance par rapport à la dimension physique, c'est qu'au niveau du mental, ben, tout n'est pas démontré, tout n'est pas démontrable dans l'instant. Donc effectivement, on peut toujours rejeter assez facilement l'intérêt de cette dynamique-là. Et je pense que ça pèse beaucoup dans la balance. Moi, j'ai pu tester ces techniques hein, en tant qu'entraîneur, en tant que compétiteur, donc j'en connais parfaitement bien la portée. Hop, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend toujours. En fait, moi, j'ai juste repris la main sur l'écran parce qu'on va arriver au bout Ok. et pour annoncer la suite. Mais non, on t'entend bien, on te voit. Ouais, ok. Alors après, si je reprends, mais ces propos ne viennent pas de moi, hein, si je reprends des propos de certains sociologues, ils vont dire qu'en France, il y a un héritage judéo-chrétien qui fait que, en plus, un héritage de Pascal qui a toujours prôné la scission entre le corps et l'esprit, qui a peut-être ralenti un petit peu la diffusion de la préparation mentale dans le domaine du sport. Mais on peut imaginer, enfin, c'est ce que j'ose croire, qu'à l'horizon 2024, avec un événement majeur qui se déroule en France, bon, ben, ça risque de se déverrouiller progressivement et puis que le mental sera intégré à sa juste place dans le domaine de la préparation des sportifs et ce, de façon multisport. Merci Ronan. Pour tout le monde, nous mettrons en lien la vidéo et puis les coordonnées de Ronan sur le site de la Ligue de Bretagne de basket, de façon à ce que si bien sûr vous avez des questions voilà, plus individuelles à lui poser, que vous puissiez rentrer en contact avec lui. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous avant qu'on clôture complètement? Bon, si je devais poser une petite phrase en guise de conclusion, je dirais qu'en fait, la façon de penser, la manière de penser est vraiment fondamentale parce qu'elle est à l'origine de la performance qui sera réalisée d'un point de vue technique et physique. Donc, effectivement, cette bonne façon de penser, cette bonne manière de penser est vraiment le point d'ancrage de la réalisation de la performance. Donc, évidemment, le mental à ne pas négliger. Voilà, ce sera mon petit mot final.